On va en venir du coup à la désillusion de l'avocat, du jeune avocat, ou les questionnements du jeune avocat et les raisons pour lesquelles peut-être certains finalement ne prêtent pas serment ou décident de quitter la profession dès la première année ou dans les 5 premières années d'exercice. Je ne suis pas là du tout pour vous décourager de passer le CAFPA, comme je vous l'ai dit en propos introductif, mais il y a des réalités, c'est une profession qui est difficile parce qu'elle demande beaucoup d'investissement personnel. Alors c'est extrêmement stimulant parce que vous êtes entrepreneur si vous faites le choix de la collaboration libérale et non de la collaboration salariée, mais vous êtes vraiment votre propre chef, en tout cas dans le cadre de votre entreprise, et effectivement cela demande beaucoup de travail, ça c'est une réalité, mais c'est aussi très stimulant et c'est la raison pour laquelle ne vous inquiétez pas, même si là vous avez l'impression de finir à 20h, vous n'y arriverez jamais, c'est épuisant, on finira même plus tard. Commencer votre activité très très tôt, travailler le week-end, vous avez l'impression que ça va être très difficile. En fait, ça se fait très naturellement par la stimulation des dossiers et puis par la réalité des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les intérêts d'un client entre les mains, on a une espèce de flamme intérieure qui donne envie de le défendre coûte que coûte ou de le conseiller au mieux. Et cette motivation, ce moteur interne se met en branle et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas si difficile de travailler à ce point. Ce qui va être peut-être difficile dans l'entrée de la profession, c'est vraiment le ratio entre ce que l'on gagne et ce que l'on travaille, et aussi toutes les découvertes que l'on va faire en tant que jeune collaborateur. C'est-à-dire qu'on va finalement payer beaucoup de charges, donc commencer avec 1300, si on a de la chance, 1500 € dans la poche. Moi actuellement avec ma rétrocession d'honoraires, je suis à 2550, donc il me reste 1530 € quand j'enlève mes charges, et ensuite il faut que je complète avec mes dossiers personnels. Donc là j'ai 2 ans de barre, donc c'est plus facile. Mais c'est sûr que quand on commence, c'est un peu sec. C'est un peu sec de se dire après tout ça, je suis endettée, j'ai payé je ne sais combien de prépa privée pour avoir le CAFPA, à l'école, j'ai payé mon école, ensuite j'ai payé ma robe qui est entre 900 et 1000 € aussi, voire plus. J'ai payé mes frais d'inscription dans certains ordres et par exemple à Paris c'est hors de prix. Donc voilà, j'ai vraiment investi pour mes études. Là je me retrouve dans la vie active, c'est le moment où je suis censée commencer à kiffer parce que je me suis serré la ceinture tout le long de mes études et paf, ah bah non, en fait je vis avec juste un peu plus que le SMIC si je fais pas de permis de dossier perso. Et si je fais pas de permis de dossier perso, ça peut être pour une raison, c'est pas seulement parce que je développe pas, c'est que ça vient assez vite quand on peut développer, mais le problème c'est qu'il y a des collaborations où c'est juste pas possible. Vous allez avoir des patrons, il n'y a pas de lien de subordination, hein, mais vous allez avoir des associés ou des gérants de cabinet qui vont vous dire moi je n'ai aucun souci avec le développement de la clientèle personnelle, pas de problème avec ça, mais qui vont en fait vous charger d'une telle manière que ce sera impossible de faire une clientèle personnelle, puisque en fait vous devez même travailler le samedi pour le cabinet, que vous finissez pour le cabinet à 22 h et que en fait vous n'avez juste pas de temps pour développer à côté ou pas l'énergie. Donc ça c'est une réalité et c'est pour ça qu'au début on peut commencer à vraiment gagner assez peu sa vie. On se retrouve à rembourser des prêts, les prêts qu'on a fait pendant nos études, et on se retrouve à se serrer la ceinture à nouveau alors qu'on est censé enfin quand même profiter un peu de l'argent et on est censé se dire bon maintenant que je suis avocat, après tous les sacrifices que j'ai fait, enfin je vais pouvoir vivre décemment et je vais pouvoir me faire plaisir, je vais pouvoir faire des restos, je vais pouvoir partir en vacances, je vais pouvoir m'acheter quelques fringues qui me font plaisir, des beaux sacs, une belle montre, enfin voilà, je vais pouvoir être un peu plus matérialiste. On ne l'est pas tous, mais moi la première, ça me fait quand même plaisir quand je peux voilà, partir en voyage, etc. Et au tout début, c'est dur. C'est dur de serrer la ceinture. Encore aujourd'hui, moi, je me la serre un petit peu. Alors attention, je me fais plaisir. Actuellement, je ne compte pas pour ce qui est de mon budget alimentaire. Je peux me faire des restos, je peux partir en voyage, il n'y a pas de souci. Et c'est parce que aussi je reçois de l'argent à mon anniversaire, etc. Mais comme actuellement, je voudrais créer mon cabinet incessamment sous peu, à moyen terme, on va dire, finalement, ce que je mets de côté, c'est aussi investir pour mon activité.
investir dans un site internet, dans Justifit, dans différentes choses, dans des manuels Lefebvre, Francis Lefebvre, et puis il y a tous les à côté, c'est mettre de côté pour sa voiture s'il y a un pépin, payer son loyer, comme vous le savez, je ne vous invente rien, mais voilà, sachez, et c'est une réalité, que quand on entre dans la profession, on ne vit pas forcément de manière extrêmement aisée. Sachez aussi que ça peut vite bouger si on fait des dossiers personnels. Mais faire des dossiers personnels, ça implique aussi beaucoup de travail, parce qu'au début, on ne peut pas faire des dossiers à la chaîne, hein. On crée nos propres trames, on ne peut pas reprendre des trames, d'ailleurs c'est quand même assez rare. Après on fait des contentieux plus systématisés, mais je trouve que chaque dossier est assez particulier, et c'est quand même assez rare de pouvoir faire des copier-coller si vous êtes vraiment diligent et si vous êtes vraiment sérieux dans votre métier. Et voilà, on sort des études et on commence à avoir les intérêts, comme je vous disais, de clients entre les mains. Et là où peut-être certains avocats expérimentés ou chevronnés mettront 3-4 heures de travail, nous on met 2, 3, 4 jours avec des déconvenus. Moi, cette semaine, j'avais pris un dossier à la J pour lequel j'ai travaillé sans compter, mes samedis après-midi, dimanche, fériés, etc. Et finalement, nous ne poursuivons pas notre collaboration avec le client pour des raisons qui lui appartiennent et qui m'appartiennent. Et comme c'est à l'aide juridictionnelle et que nous n'irons pas jusqu'à l'audience ensemble et jusqu'à la décision de justice, je ne serai pas payée pour tout le travail que j'ai abattu dans ce dossier et pour ce client. Donc ça, ce sont des réalités qui sont très difficiles. On s'investit beaucoup, on s'investit humainement, on donne tout. On doit être à la fois bon sur le fond, on doit être bon en procédure, et on doit aussi, et ça c'est un des thèmes que je voulais aborder et qui est très difficile pour les élèves avocats, c'est qu'on découvre aussi toutes les règles d'usage, finalement, la pratique dans ce métier qui n'est pas enseignée à l'école, qui n'est pas enseignée en théorie, et parfois ce sont des choses qu'on découvre sur le tas, en audience, en prenant ses propres dossiers, et ce n'est pas forcément facile. Voilà, il y a des usages comme ça, où vous allez faire tout un tas de correctionnels, où vous allez comprendre qu'en fait, vos conclusions de partie civile, vous les notifierez peu de temps avant l'audience, et puis vous avez le procès exception qui vous démontre qu'en fait, il y a un autre usage pour certains de notre procès, et vous l'apprenez sur le tas. Et voilà, ça, ce sont des réalités du métier, et c'est une infime partie de tout ce qu'on découvre en tant que collaborateur. Donc on est sans cesse, en tant que jeune collaborateur, quand on a prêté serment, on est sans cesse en train de devoir s'adapter, travailler vite, parce qu'on doit facturer pour le cabinet, on doit faire plus que ça rétro, on doit travailler vite, on doit travailler bien, on doit développer notre clientèle personnelle, avoir cette vision entrepreneuriale, on doit faire notre compta, faire notre gestion administrative, et puis à côté aussi satisfaire les clients et vraiment être très bon aussi dans nos dossiers personnels. Donc c'est un métier qui ne pardonne pas, on peut faire des erreurs, il faut se pardonner l'erreur, mais on ne peut pas faire de grosses erreurs dans ce métier, ou en tout cas si on en fait, on risque d'engager notre responsabilité, notre réputation, et puis au-delà de ça, on risque surtout les intérêts des justiciables. Donc voilà pourquoi arriver après avoir prêté serment dans une profession qui demande un tel niveau d'exigence, qui demande à ce qu'on soit vraiment sur tous les fronts et qu'on soit aussi bon pour le cabinet pour lequel on travaille que dans son activité personnelle, que l'on pratique le matin très tôt, le soir, le dimanche ou le samedi, ou parfois une journée par semaine, mais la plupart du temps, quand on commence vraiment à développer une journée par semaine, c'est pas suffisant. Voilà pourquoi ça peut être très difficile. Il y a cette précarité économique du début, il y a toute cette pression, ces exigences qui pèsent sur vos épaules, et vous pouvez vous retrouver pour autant à un moment de votre vie où vous êtes à bout de souffle, vous avez fini vos études, vous avez relevé tous les défis que les études de droit mettent sur votre chemin, du Master 1 à obtenir, à tous les semestres à obtenir, au Master 2, au CAFPA, à l'école des avocats, et puis le CAPA aussi, parce que parlons-en, le CAPA c'est non négligeable. Il faut vraiment réviser le CAPA, voilà, il faut bachoter encore à nouveau pour la sortie de l'école des avocats, pour le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et c'est une énergie qu'on a mis, et parfois, sachez que des confrères l'ont fait,
Moi, je suis partie à la réunion avant l'école des avocats, mais je l'aurais peut-être fait avant de prêter serment si je n'avais pas eu cette pause. Parfois, vous êtes en droit de différer votre prestation de serment. Vous pouvez la différer de 6 mois, 1 an, et éventuellement faire autre chose. Prendre un CDD, prendre un CDI, ce sera mieux un CDD quand même, une vacation, pour découvrir un autre domaine, pour faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait auparavant, parce qu'il y a aussi cette question du CV. Il y a cette question du CV où jusque en fait, le CAFPA, on construit son CV pour être pris en M1, en M2, et puis ensuite pour être pris en stage si on vise des grands cabinets ou dans le cabinet qui correspond le plus à votre profil. Par exemple, moi, si j'avais voulu viser des cabinets un peu plus militants en droit de l'environnement, en droit humain, etc., il est certain que mon expérience et mon CV devaient être construits autour de ça. Je sais pas, on veut travailler dans le droit de la santé, il peut être intéressant d'avoir une expérience en hôpital, au service juridique dans un centre hospitalier. Et c'est pour ça qu'en fait, notre CV, on le construit à des fins utilitaires pour pouvoir ensuite obtenir un M1, donc au service de nos études, puis ensuite au service de la collaboration que l'on va intégrer. D'abord du stage final et de la collaboration. Et le problème, c'est que ce n'est pas forcément un CV que l'on a construit pour se connaître soi-même, c'est pas forcément un CV que l'on a construit par plaisir. Et ça, c'est vrai que si vous pouvez le faire, alors peut-être pas avant le Master 1, parce que je sais qu'on demande une cohérence de parcours qui est assez importante, et c'est compliqué d'avoir des stages qui vont un peu dans tous les sens, mais passez le Master 1, si vous pouvez vraiment vivre des expériences qui vous donnent envie, qui vous permettent vraiment de vous connaître vous-même, de savoir ce que vous voulez dans la vie. Il me semble que c'est quand même très important et qu'il faut privilégier ça. C'est pas grave si c'est pas complètement en accord avec votre parcours, même si c'est complètement dissonant. Je sais pas, moi par exemple publiciste, j'aurais, je pense en fait, vraiment apprécié une expérience en pénal si c'était à refaire. J'aurais aussi adoré intégrer Défenseur des droits, je serais peut-être partie à l'étranger aussi pour m'ouvrir en droit international ou dans une ONG. Enfin, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Là maintenant que je suis dans la machine de l'avocature, c'est compliqué parce que moi je suis à un stade où là je cherche vraiment à développer et à moyen terme à m'installer. Quand vous êtes jeune avocat, ne vous en faites pas, ne déprimez pas en vous disant punaise, je n'ai rien fait jusque là. Tout mon CV, toute ma vie a été pensée pour mon parcours professionnel et là, voilà, je me retrouve, ça y est, je suis dans la vie active, j'ai atteint tous les objectifs que je souhaitais atteindre et ben finalement je suis complètement déprimée parce qu'en fait j'ai plus de moteur, j'ai plus d'objectifs à suivre parce qu'il y a ça aussi, je pense dans la désillusion de l'élève avocat et du jeune avocat, c'est que on a été de semestre en semestre, de concours en concours, et on a à chaque fois eu un goal, vraiment un but à atteindre. Et quand on a prêté serment, ben voilà, c'est fait. Et maintenant vous êtes dans la vie active et maintenant vous commencez votre vie d'adulte. Et parfois vous vous rendez compte que, ah bah non, en fait, j'ai envie de vivre plein d'autres choses. Et bien sachez que c'est possible, c'est vraiment possible. Et c'est vraiment possible de soit retarder votre entrée à l'école des avocats pour avoir d'autres expériences, des expériences de voyage, des expériences de vie, mais même des expériences de vie personnelles. Si vous avez envie, je sais pas, de grimper le mont Kilimandjaro, si vous avez envie de vous lancer dans quoi que ce soit, faites-le. Ce ne sera pas reproché. Ce n'est pas un trou dans votre CV, ce n'est pas un manque à gagner dans votre parcours. Au contraire, vous allez pouvoir le valoriser. C'est ce qui va aussi vous distinguer des autres. Donc, et j'ai envie de vous dire, s'il y a qui que ce soit qui vous dévalorise par rapport à ça et qui ne souhaite pas vous embaucher à cause d'expériences personnelles et à cause de recherche de sens personnel aussi avant d'intégrer la profession, c'est clairement que c'est quelqu'un avec qui de toute façon vous n'allez pas vous entendre sur le plan personnel dans le travail, enfin, sur le plan professionnel. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas cette peur du CV qu'on nous inculque depuis tout petit. N'aie pas de trou dans ton CV et un parcours ultra cohérent, tout ça. Certes, là maintenant vous avez le couperet du Master 1, mais après faites-vous plaisir,
Il y avait une étudiante vendredi qui me disait « Moi je suis en droit privé, j'avais envie d'avoir une expérience dans la culture et on m'a dit que ça n'avait rien à voir avec mon parcours. » Non. Déjà, culture et droit privé, c'est pas incompatible, ça peut même être complémentaire, ça peut même être intéressant. Donc éclatez-vous. Éclatez-vous parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de vous comprendre, vous, profondément. Et je pense que si de nombreux confrères quittent la profession, c'est quelque part aussi parce que personnellement, ils ne s'y retrouvent pas. Certes, il y a les difficultés que je vous ai évoquées, on ne gagne pas forcément bien sa vie. Quand on a un cabinet qui tourne à l'aide juridictionnelle, c'est de plus en plus difficile. Je vous ai évoqué la difficulté que j'ai eue là avec un dossier d'aide juridictionnelle, mais c'est le cas pour de nombreux avocats. Des cabinets qui tournent à l'AJ sont dépendants de la CARPA AJ. La CARPA AJ ne verse pas forcément l'aide juridictionnelle au fur et à mesure aux avocats, donc il y a des mois où vous n'allez pas forcément rentrer assez d'argent, vous allez potentiellement être endetté, etc. Donc effectivement, il y a des difficultés, il y a des raisons pour lesquelles les confrères sont épuisés, mais je pense surtout qu'à chaque fois, en fait, c'est lié au projet personnel, aux envies qui évoluent ou au fait que en fait, c'est à partir du moment où vous prêtez serment, généralement, que vous commencez à comprendre l'adulte que vous allez être, que vous commencez à comprendre le professionnel que vous allez être, parce qu'on peut au bout d'un moment s'ennuyer. J'ai vu que Léa Allo, par exemple, allait bientôt raccrocher la robe et elle évoque effectivement l'ennui qu'elle a maintenant à avoir atteint tous ses objectifs, créer son cabinet, puis ensuite le fait d'enchaîner les dossiers, ce n'est plus quelque chose qui l'a stimulé. Voilà, c'est toujours question de stimulation. Qu'est-ce qui nous stimule en tant que personne, et il est toujours possible de réussir. Ça, c'est une constante. N'écoutez personne dans ses études. En L2, en L1, déjà, on m'a dit si vous avez une mention très bien en bac, ça ne veut rien dire. Bon, en fait, la réalité, c'est que pourquoi il y a aussi beaucoup moins d'élèves en L2 qu'en L1, c'est qu'il y a énormément de réorientation, énormément d'étudiants qui se rendent compte que le droit n'est pas fait pour eux, des étudiants effectivement qui redoublent parce qu'ils n'ont pas forcément travaillé assez. Mais voilà, c'est pareil pour un cabinet. Après, on peut revoir son business plan, on peut recadrer son activité pour peut-être équilibrer l'aide juridictionnelle avec les honoraires libres. Comme ça, ça permet aussi de booster son activité. On peut peut-être compléter aussi avec des cellules de formation. Voilà. À partir du moment où vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre chef et vous êtes aussi au service de votre créativité, notamment votre créativité économique et commerciale. Et il y a toujours possibilité de développer. Il faut juste comprendre ce qui vous stimule au fond de vous. Est-ce que c'est l'intellect pur des dossiers? Est-ce que c'est la créativité de la communication des contenus? Bref, voilà, je ne veux pas vous décourager à faire cette profession. Je pense que si certains la quittent, c'est que vraiment, ils se retrouvent finalement dans d'autres métiers avec d'autres dynamiques et se rendent compte que plaider, assister à des expertises, rédiger des écritures, faire de la compta, enseigner, conseiller, donc écrire des consultations, c'est pas forcément finalement ce qui leur va. Passer vraiment cette difficulté, ce fait que en tant que jeune confrère, on peut vite être épuisé et se rendre compte qu'on ne gagne pas si bien notre vie. Et il y a un dernier sujet que je voulais évoquer, du coup, c'est ces élèves avocats et jeunes avocats qui sont dégoûtés du métier à cause de la collaboration de leur stage final, qui est finalement une expérience de travail qui est soit complètement maltraitante, soit même peut-être un peu plus sournoise, c'est-à-dire que c'est pas directement maltraitant, mais que on sent qu'en fait la charge de travail est énorme, qu'on ne va pas pouvoir avoir de vie privée, qu'on va vraiment être payé au lance-pierre pour des heures et des heures de travail et des week-ends complets passés à travailler. Outre le fait qu'en plus on engage sa responsabilité sur tous les dossiers et qu'il faut être bon partout alors qu'on nous écrase de dossiers, là je n'ai qu'un conseil à vous donner et je vais peut-être me faire détester des confrères pour ça, mais vraiment moi c'est pas ma vision du métier, c'est sachez qu'il y a des collaborations bienveillantes. Ça existe, j'en ai connu. Je suis dans une collaboration bienveillante en ce moment précis depuis 1 an et demi. Je l'ai été même avant, même si
je ne me suis pas forcément retrouvée dans leur activité judiciaire, etc. Humainement, en tout cas, ils étaient vraiment présents pour moi. Sachez qu'en tout cas, déjà sur le plan humain, si c'est dysfonctionnant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et vous n'avez pas à subir ça. Et vous n'avez pas à rester dans cette ambiance de travail catastrophique dans tous les cas. Même si vous êtes coincé géographiquement, qu'il n'y a peut-être pas de cabinet qui vous correspond là où vous exercez, que vous êtes dans une petite ville, que vous êtes en campagne, dans ces cas-là, envisagez de déménager, dans ces cas-là, envisagez de vous installer, mais en tout cas, ne restez pas dans une collaboration qui va vous dégoûter du métier. Parce que c'est souvent le cas aussi, c'est que les questionnements naissent aussi d'une souffrance au travail. Et notre génération, on a décidé, je pense, en tout cas si on ne l'a pas encore fait de manière explicite, moi je vous invite à le faire, nous décidons de dire non à la souffrance au travail, nous décidons de dire non à une vie qui n'est tournée qu'autour du travail, qu'autour du sacrifice. Et nous devons aussi refuser d'être dépeints comme une génération qui n'a pas le sens du sacrifice, qui n'a pas le sens de l'effort, qui n'a pas le sens du professionnel du travail. Au contraire, simplement que nous sommes conscients que la vie est courte, les choses ont évolué. Comme je vous l'ai dit en propos introductif, effectivement, nos parents sont issus des parents eux-mêmes qui ont connu la guerre. À partir du moment où on a connu la guerre 14 ou la guerre 39-45, effectivement qu'avoir une stabilité économique et pouvoir donner un avenir à ses enfants, c'était extrêmement important. Mais aujourd'hui, dans nos générations, on n'envisage pas forcément de tout donner au travail. On est conscient aussi que dans la profession, certains décèdent jeunes à cause d'une mauvaise hygiène de vie, à cause du stress, à cause du manque de sommeil. Et c'est pas le but. Le but, c'est de travailler pour survivre, effectivement, pour pouvoir se loger et manger. Et le but, c'est aussi surtout d'être stimulé au jour le jour, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, beaucoup moins avec sa famille et ses amis, et que dans ce cadre, il faut se sentir bien. Et je vous invite vraiment à ce qu'il n'y ait aucune concession faite là-dessus. Bien sûr que dans la vie professionnelle, il faut faire des concessions. Bien sûr qu'on ne travaille pas toujours avec des gens qui sont en phase avec ce qu'on est, en phase totale, je veux dire. On est tous des humains différents et parfois il y a des affinités qui se font plus que d'autres et ça peut parfois être un peu à notre détriment, mais ça ne veut pas dire, ça c'est sûr qu'il faut prendre sur soi quand même aussi pour accepter de s'adapter au milieu professionnel, mais s'adapter ça ne veut pas dire accepter de se faire mal parler, accepter d'être dénigré, accepter d'être mis sous l'eau parce qu'on est sur un cabinet qui est dysfonctionnant, un cabinet qui prend beaucoup trop de dossiers par rapport à ce qu'il peut gérer, un cabinet qui refuse de déménager dans des locaux plus grands ou qui refuse d'embaucher plus et qui vous font travailler soit dans des clapiers à lapin, qui vous entassent les uns sur les autres, ou qui refusent de recruter des stagiaires, des collaborateurs, et qui vous donnent énormément de travail, ce qui vous épuise, vous écrase et vous empêche de développer une clientèle personnelle, ça c'est non. Ça c'est non, et même si on vous promet des primes, même si on vous agite la carotte sous le nez pour vous dire que de toute façon vous serez bien payé, parce que souvent c'est ça, on fait passer cette charge de travail anormale qui est finalement dysfonctionnante parce que ça veut dire que le cabinet ne régule pas et ne permet pas en fait une défense de qualité. On fait passer avec des petites primes, avec une augmentation de rétro. Certes, c'est bien, mais si un jour vous voulez vous installer, vous allez retrouver bloqué parce que finalement vous n'aurez jamais développé de clientèle personnelle. Après, c'est peut-être pas votre but non plus d'avoir votre cabinet, mais votre but c'est d'être bien dans votre vie professionnelle. Donc même si vous restez collaborateur, ce qui est un choix, et un choix qui n'est pas un choix de seconde main, ça peut s'entendre, mais même dans ce cadre-là, ne laissez pas l'argent permettre d'être en souffrance au travail. Trouvez une autre solution, même si ça implique effectivement beaucoup de difficultés personnelles, peut-être de faire déménager un conjoint, peut-être de déménager dans une autre ville et d'être à distance avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou d'être un peu aussi en télétravail, mais aussi à distance de votre famille. Ce sont des choix difficiles, mais rien ne justifie qu'au jour le jour, on soit maltraité, dénigré, et que l'on impose vraiment une charge de travail qui soit anormale et qui impacte votre santé, notamment votre santé mentale. Et j'en finirai là-dessus.
Peut-être que si beaucoup quittent la profession aussi, c'est parce que c'est une profession qui ne privilégie pas la santé mentale. C'est une profession qui la rend même taboue, je pense, parce que derrière santé mentale, il y a ce tabou de la fragilité, et un avocat n'est pas fragile. Un avocat, et surtout pour l'image de son client, mais pour l'image de son cabinet, généralement ne peut pas montrer ses faiblesses, ne peut pas montrer qu'il a des problèmes aussi dans sa vie perso. Et je souhaite vraiment que la profession évolue là-dessus et qu'on change les choses par rapport à ça. C'est sûr que quand on travaille énormément, comme on le fait quand même tous, parce que c'est un métier où on travaille beaucoup, il peut avoir des coups de fatigue, il peut avoir des gros coups au moral, et l'important c'est qu'on soit là pour se serrer les coudes. Et je ne pense pas que ce soit être dans un monde de bisounours que de souhaiter ça. Au contraire, c'est juste que, à titre personnel, je suis vraiment consciente que je peux mourir demain, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Je ne sais pas si j'aurai la chance de vivre jusqu'à mes 60 ans. Donc très personnellement, je ne compte pas sur une carrière mirobolante pour ensuite être tranquille à la retraite. Je ne me dis pas, je vais travailler comme une folle pour être ensuite assise sur mon pécule et pouvoir me la couler douce à la retraite. Donc déjà, sachez que la retraite des avocats n'est pas mirobolante. Et surtout, même si j'investis dans l'immobilier et que je travaille énormément pour plus tard, je ne sais pas si je vais atteindre plus tard. Je ne sais pas si je vais vivre aussi vieille. Donc il faut vivre, continuer de vivre avec sa profession, vivre à côté. Ça demande une organisation au millimètre près. Moi, c'est le cas dans ma vie. Je garde le sport, je garde ma vie sociale, j'adore sortir, j'adore faire plein de choses, cuisiner, courir. Je vais au sport entre 3 et 4 fois par semaine. Voilà, j'ai vraiment une vie personnelle, mais ça demande que ma vie soit millimétrée de 6 h du matin à 22 h le soir, et c'est un choix que je fais. Mais c'est pour ça que je voulais que ma vidéo aussi est rassurante, dans le sens où on n'a pas, en tant que génération, on n'est pas forcément plus égoïste, on est peut-être plus individualiste, mais aussi plus ouvert d'esprit. Donc peut-être qu'effectivement on est plus égoïste et qu'on pense à nos intérêts personnels, mais peut-être aussi qu'on n'a pas à penser à la retraite parce qu'on n'en aura pas, qu'on n'a peut-être pas forcément à penser à ce qu'on va léguer à nos enfants parce qu'on n'en aura pas non plus, ou pas forcément. Mais voilà, ce que je voulais vraiment vous communiquer, c'est que si vous êtes en première année d'exercice, on sait que c'est dur, n'hésitez pas à en parler. On sait que c'est dur pour toutes les raisons que j'ai évoquées, la responsabilité, le peu d'argent, les contraintes personnelles, mais en tout cas ne faites jamais de concessions sur votre épanouissement personnel et essayez autant que faire se peut en amont, avant le CAFPA même, de mieux vous connaître et savoir pourquoi vous voulez exercer ce métier profondément. Profondément, moi j'exerce ce métier parce que je suis humaine, trop humaine, que j'aime beaucoup avoir ce lien humain avec mes clients et pouvoir les aider sur le plan juridique. Je fais ce métier parce que je suis très stimulée intellectuellement par les sciences juridiques, parce que j'adore écrire, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi la procédure écrite, parce que j'adore la multiplicité des tâches dans ce métier, que j'adore être entrepreneuse et que j'espère un jour pouvoir créer ma propre structure, créer mon propre monde avec mes propres règles et pouvoir embaucher, pouvoir favoriser l'embauche des stagiaires aussi et pouvoir transmettre. Et voilà, sachez que vraiment être juge appelle à des appétences différentes, être juriste aussi, être dans l'administration aussi, et essayez autant que vous pouvez de mieux vous connaître à travers des expériences personnelles avant vraiment de faire le choix de partir dans ces grandes machines du CRFPA, École des avocats, et ensuite collaboration, pour éviter la déconvenue de se dire en fait pas du tout. Mais si aussi c'est une évolution qui vous vient personnellement après, qui intervient en première année de collaboration, il n'y a aucun souci là-dessus aussi. Vous ferez votre chemin et vraiment écoutez vos besoins intérieurs, c'est très important. Si vous sentez que vous avez besoin de voyager et de ne pas tout de suite prêter serment, faites-le. Soyez aligné avec vous-même, parce que pour moi c'est vraiment la définition du bonheur. Être heureux, c'est être aligné avec soi. Si mon rêve c'est de faire ça, si j'ai des envies, j'y réponds et on trouve toujours des solutions. Si je sens que finalement dans ma première collab je ne suis pas bien,
je quitte cette collaboration. On est nombreux dans ma promo à moi à avoir fait 1, 2, 3 collaborations en 2 ans de barre déjà. Donc sachez que vraiment, on ne vous reprochera jamais si c'est justifié. N'ayez pas peur du changement, si c'est maltraitant, si vous avez envie de changer de domaine d'activité, si vous avez envie de raccrocher, de juste être au milieu du tableau pour découvrir la vie en entreprise, la vie en association, pour partir voyager et reprenez la robe ensuite, c'est possible. Même dans l'absolu, si vous avez déjà développé votre clientèle, certes, vous allez avoir un creux d'activité parce que la clientèle appelle la clientèle, mais je connais des avocats qui, dans leur carrière, ont fait une pause d'1 an et qui ont repris et qui ont pu reprendre. La clientèle était toujours, c'est pas qu'elle était toujours là, mais en tout cas, ça n'a pas empêché un nouveau flux de dossiers. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous a mis un peu de baume au cœur. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Advocatus.